Douceur Cactus. Moi, ce qui me touche le plus, c'est quand je vois un groupe d'amis qui ne se parlent pas parce qu'ils sont tous sur l'écran, des familles qui ne se parlent pas dans les restaurants ou dans les parcs. Où sont vos yeux actuellement ? Est-ce qu'ils sont rivés sur votre téléphone ou est-ce que vous profitez de cet épisode de podcast pour détourner votre regard de l'écran, laisser vos yeux se balader sur ce qui vous entoure ou se reposer en fermant vos paupières quelques instants ? Douceur Cactus est un podcast sur les addictions numériques. Je suis Aurélien Guilleneuf, hypnothérapeute, et je fais ce podcast pour ouvrir les esprits sur ce sujet de société qui anime aussi un collectif qui s'appelle Lève les yeux. Celui-ci veut nous faire retrouver la convivialité que l'on a perdue par l'usage intensif des smartphones. Il mène un combat pour la déconnexion et contre l'addiction aux écrans. Ce collectif a été créé en mai 2018 par deux amis, Florent Souillot et Yves-Marie. C'est ce dernier que l'on va écouter aujourd'hui au micro de Douceur Cactus. Il nous raconte son parcours et ce qui l'a poussé à agir au sujet des addictions numériques. Son histoire personnelle se mêle à son projet engagé, mais écoutez plutôt. Ouais, donc moi c'est Yves, et donc j'ai cofondé l'association Lève les yeux il y a maintenant 1 an et demi avec un ami qui s'appelle Florent, et d'autres amis nous ont rejoints. Au départ, on a créé cette association un petit peu sur la base d'un constat que je pense chacun peut faire un peu autour de soi, qui est la multiplication des écrans et en particulier des smartphones, et le sentiment qu'on était de plus en plus dans un monde de gens la tête baissée, quoi, un peu sous forme de zombies, qui nous a de plus en plus alertés, et on a eu envie vraiment de lancer une initiative qui soit une sorte de cri, donc lève les yeux, un peu général. Voilà, donc bon, moi à titre personnel, le projet a mûri en moi un peu dans les années qui ont précédé, parce qu'en fait ce que je raconte souvent, donc c'est que j'étais en fait en Birmanie ces dernières années. Je travaillais en ONG et je travaillais un petit peu à l'ambassade de France aussi. Et en fait en Birmanie, je suis arrivé en 2014 et les smartphones et Internet se sont généralisés à partir de fin 2014. Donc moi je suis arrivé au début et donc j'ai vu l'arrivée dans un pays, à l'échelle d'un pays, de la couverture de réseaux 3G et de tout le monde qui s'équipe en smartphone. Ce qui a été très très radical, parce qu'en fait en France, l'air de rien, ça s'est quand même étalé sur une dizaine d'années. Là ça s'est fait en quelques mois, et donc c'est un pays qui est quand même encore une société traditionnelle, avec en termes de développement entre guillemets tel qu'on l'a en Occident, c'est très différent. Les gens sont beaucoup dans la rue, marchent lentement, se regardent beaucoup, se sourient beaucoup. Moi, tous les soirs, je m'asseyais avec des amis à 18h, on jouait de la guitare en cercle. Il y avait une espèce d'atmosphère comme ça très particulière. Et clairement, l'arrivée des smartphones, avec sa force d'attractivité, qui en plus pour eux était une fenêtre sur le monde extraordinaire, parce que c'est un pays qui était très fermé, bah évidemment a une capacité d'attraction sur eux qui était énorme. Et donc ce qui au début j'ai trouvé génial, parce que je me suis dit bah c'est super, ça leur donne accès à la modernité, ça leur donne accès au monde et tout ça. J'ai vu que ça leur a capté leur attention et que ça prenait tout leur temps, hein, en fait. Donc ils sont mis à arrêter de faire de la guitare le soir dans la rue, tous à ne plus se parler entre eux. Enfin, j'avais assisté littéralement à des scènes où je m'asseyais au milieu d'eux et où ils se parlaient plus, ils ne faisaient que jouer à des jeux en réseau. Bon. Alors je caricature un peu, ils se parlaient encore un peu bien sûr, ils faisaient encore un peu de guitare, mais vraiment il y a eu un impact assez phénoménal sur les relations humaines entre les gens, et à l'échelle de tout un pays, quoi. Donc ce que j'avais dans mon quartier, c'était partout quand je me baladais. Voilà, donc ça a été, je pense, ce qui a permis de mûrir dans mon esprit, sachant qu'en parallèle j'avais découvert un peu le bouddhisme et la méditation, qui en plus prône plutôt l'inverse, c'est-à-dire que dans la méditation on apprend à la valeur de l'attention et de la concentration. Précisément ce que font les écrans et les réseaux sociaux et les jeux vidéo, qui sont les principaux usages qu'on en a, c'est de capter notre attention, de nous distraire. Et donc voilà, je pense que ces deux expériences simultanées qui ont été un espèce de choc qui a fait mûrir le projet, et qui ensuite avec Florent, qui faisait un peu les mêmes constats en France, on s'est mis d'accord pour lancer cette association.
Lève les yeux, au départ, on s'est créé avec l'idée, déjà on avait envie d'écrire un peu des textes et de relayer les textes sur le sujet, parce qu'il y avait déjà quelques auteurs qui commençaient à écrire sur ce thème. Donc on a voulu un peu les relayer, des artistes, il y a des séries, il y a la série Black Mirror qui est importante, il y avait pas mal d'ouvrages qui commençaient à sortir. Et puis on s'est dit on pourrait aussi faire un truc un peu une activité sympa. Nous on se disait on aimerait bien que dans les soirées, quand on va dans des bars, dans des restaurants, etc., que les gens soient moins sur leur smartphone, parce que ça c'était un truc immédiat. On était en gros des trentenaires bobos parisiens qui souvent vont boire des coups ou vont au resto, et donc un truc qu'on constatait dans notre quotidien, c'était qu'il y avait une perte de la qualité, de la convivialité dans ces instants de vivre ensemble. Et donc on s'est dit, il y a sans doute des endroits, des bars, des restaurants qui seraient intéressés par prendre des initiatives pour que les gens soient moins devant sur leur smartphone. Et donc on a créé un label, qui est le label Lève les yeux. Et donc on a commencé et donc le premier bar, qui est celui d'ailleurs où on se retrouve demain soir, le Bar Commun, qui est un bar associatif dans le 18e, qui s'est engagé, donc il a mis des affiches, donc on a fait des affiches, on s'associe à des artistes pour faire des jolies affiches avec des messages, donc on fait de l'affichage comme ça pour sensibiliser. Certains lieux peuvent aller plus loin, peuvent aller jusqu'à mettre des consignes pour isoler les smartphones, ou peuvent faire des zones de leur bar ou de leur restaurant qui seront sans smartphone. Voilà, donc tout lieu qui prend une initiative comme ça, on lui remet le label, donc on communique sur lui, et ça permet aussi de communiquer le message de manière physique dans ces lieux du label. C'est un grand débat sur le rapport au numérique, c'est que comme c'est pas réellement reconnu comme une addiction dans le sens commun, tout le monde considère que c'est assez facile, que chacun peut avoir un bon usage et s'auto-réguler facilement. Et la plupart des gens pensent qu'ils sont maîtres de l'objet et pensent que ils sont capables de laisser le smartphone dans la poche et qu'ils l'utiliseront quand ils en ont envie. En fait, il y a un décalage entre leur perception et la réalité, souvent, qui est qu'en fait, la plupart, et d'ailleurs moi, ça fait 3 ans que je réfléchis à la question, je me considère encore comme quelqu'un de dépendant. C'est-à-dire que tant que je sais que mon téléphone est sur moi connecté et que je peux recevoir un message d'une application d'un réseau social, j'ai très très envie d'aller voir. Parce que c'est des mécanismes neuronaux qui ont été démontrés et qui ont été conçus pour ça sur ces applications, qui font qu'on n'est pas maître de l'objet tant qu'il est disponible. Et donc nous, dans un monde idéal, on aimerait pouvoir les mettre dans des consignes, mais c'est logistiquement très compliqué. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des pochettes isolantes, qui sont les pochettes Yonder, qui sont les pochettes utilisées aujourd'hui dans les concerts de Madonna ou dans les spectacles de Florence Foresti. C'est vraiment d'isoler les smartphones. Alors les gens le gardent sur eux, mais n'y ont pas accès. Voilà. Donc logistiquement, c'est plus simple qu'avoir une consigne. Mais la pochette est fermée hermétiquement avec un même système que pour un antivol. Et donc en général, on l'éteint pour pas voir qu'il vibre sans pouvoir le regarder. Donc on l'éteint, on le met dans sa pochette et on le garde sur soi. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on a comme retour quasiment à chaque fois qu'on fait ça, c'est que les gens disent ouais, c'est vrai que je m'y attendais pas, mais j'ai passé ma soirée à avoir la main qui va vers le smartphone, à avoir des pulsions d'envie de regarder. Dès qu'on a un temps mort, en fait, on a des mécanismes inconscients qui nous amènent à aller consulter, en fait, ne serait-ce que l'heure, qui nous emmène à aller regarder une notification, etc., etc. Et le fait de pas pouvoir le faire, ça nous oblige, et donc ça nous en balance sur un nouveau champ qui est celui de gérer parfois des moments d'ennui, des moments de vide, d'avoir des conversations qui durent plus longtemps, où on regarde les gens plus longtemps dans les yeux, et où on est plus concentré sur si on regarde un concert, on va être concentré sur le concert, on n'est pas en train de se dire que tiens, je pourrais quand même le filmer pour le montrer à mes amis sur Facebook ou Insta. Et en fait, ça change le rapport au moment, ça change le rapport à l'environnement, ça change le rapport aux autres, d'isoler cet objet qui est devenu extrêmement envahissant en fait. Et donc c'est vrai que ça peut paraître radical, mais en fait c'est clairement ce qui marche le mieux pour prendre conscience de son niveau de dépendance, quoi. Donc voilà, ça c'était la première chose qu'on a mis en place. Aujourd'hui, il y a une douzaine de lieux en France qui sont engagés. On espère que ça va se développer. Et voilà. Après, ce que je peux peut-être dire aussi pour préciser un peu ma pensée, pour pas paraître non plus trop extrémiste, c'est que voilà, encore une fois, moi j'ai un smartphone. Dans l'association, on a quasiment tous un smartphone. Moi, je passe énormément de temps devant mon ordinateur et mon smartphone. J'essaye de lutter un peu contre quand même. Donc, par exemple, j'ai pas la 4G. J'ai des petits garde-fous comme ça, j'utilise le mode avion le plus possible, j'ai enlevé les applications addictives,
J'ai fait des choses comme ça, mais je suis pas non plus arrivé jusqu'à fonctionner sur un téléphone ou voire pas du tout, parce que c'est très très compliqué dans une vie active aujourd'hui. Mais bref, tout ça pour dire qu'on est complètement conscient des services que ça rend, des avantages que ça peut avoir. Et la deuxième initiative qu'on a mis en œuvre, ça a été des ateliers de sensibilisation, parce qu'on a été sollicité. Voilà, il y a le Secours catholique qui nous a demandé d'intervenir dans ces universités d'été. Il y a les mairies d'arrondissement à Paris qui nous ont proposé d'intervenir aussi auprès des jeunes. Donc on a organisé des ateliers de manière ad hoc en réponse à des demandes. Et on a vu qu'il y avait de plus en plus de besoins, surtout qu'en fait aujourd'hui la surexposition aux écrans, donc qui touche toute la société, qui touche tout le monde, mais qui touche à les plus vulnérables restent évidemment les enfants. Plus on est jeune, plus on est vulnérable face aux effets des écrans. Et donc il y a un enjeu très fort de pouvoir sensibiliser les enfants, les adolescents et les parents sur les effets, sur comment réduire le temps d'écran et en particulier les usages les plus problématiques. Donc on s'est mis à monter ça. Donc là, moi je suis parti à Marseille avec l'idée de développer vraiment à plein temps. Donc j'étais à la base coprésident avec Florent de l'association. Aujourd'hui je suis délégué général, j'ai quitté le conseil d'administration et je suis à plein temps avec l'objectif de développer l'association à Marseille et à Paris pour intervenir. Là par exemple je suis intervenu dans un centre social dans les quartiers nord de Marseille, un centre social de Saint-Just, et donc on menait des animations auprès des jeunes pour les sensibiliser avec un quiz. On a créé un jeu de société spécialement pour sensibiliser aux effets des écrans et donc voilà, avec 2 autres intervenants de l'association, on a mené ces animations, ça s'est super bien passé. Donc voilà, l'idée c'est qu'on développe de plus en plus ces ateliers qu'on propose du coup aux centres sociaux, aux écoles, aux collèges, aux lycées. Enfin voilà, là c'est le début, donc on essaie de créer cette activité-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche anti-technologique, mais par contre dans une démarche de critique des effets pervers de la dimension aliénante de la technologie et en particulier de la technologie numérique. Voilà, donc ça c'est toute la partie sensibilisation. Et enfin on a un 3e volet parce qu'on se dit que donc avec le label on peut influencer un petit peu la norme sociale, la norme culturelle. Avec les ateliers on peut aller convaincre sur le terrain les gens. Mais on se dit qu'il manquait un niveau qui est le niveau de plaidoyer politique, parce que si on va labourer le terrain, essayer de parler aux gens et de les sensibiliser sur ces effets, tant qu'au niveau politique, au niveau de l'État, il n'y a pas des vraies politiques publiques qui sont mises en œuvre, en fait, on est quand même, on a très peu d'impact, quoi. Et donc, pour moi, je fais vraiment le parallèle avec l'écologie, parce que pour moi, c'est la question de l'attention, d'ailleurs, elle est très liée aux enjeux écologiques. Les petits gestes du quotidien, c'est important pour préserver la planète et lutter contre le réchauffement climatique. Mais tant qu'il n'y a pas des mesures fortes qui sont prises à l'échelle de l'État et qui peut réguler l'activité des grandes entreprises, en fait, il y a très peu qui est réellement mis en œuvre. Et donc là, c'est pareil. Typiquement, le fait qu'il y ait des écrans publicitaires qui se multiplient partout dans nos rues, dans nos transports en commun, c'est une catastrophe écologique, mais c'est aussi une catastrophe pour la captation de notre attention. Et donc, si on considère que les écrans ont des effets négatifs, il faut que l'État, à un moment, et que les pouvoirs publics en général, parce que c'est pas forcément l'État, prennent des mesures face à ça. De la même manière, même sans doute de manière plus grave, les écrans en maternelle. Aujourd'hui, il y a des politiques publiques d'encouragement d'installation d'écrans dans les maternelles, alors que toutes les données médicales, sanitaires sont consensuelles pour dire que les écrans ont un impact sur les enfants, et en particulier les plus jeunes, et même l'OMS recommande le moins d'écran possible pour les enfants de moins de 5 ans. Donc c'est totalement aberrant que quand on a l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'il faut le moins d'écran possible avant 5 ans, on ait nos maternelles en France qui soient incitées à installer des écrans, quoi. Et voilà, et on inscrit notre critique, peut-être pour préciser un peu plus la pensée encore, dans une pensée qui est une pensée à la fois de certains penseurs technocritiques, pour le coup, comme Jacques Ellul et tout ça, mais aussi des penseurs comme les convivialistes, plus récemment, là, Alain Caillet ou Vivray, des auteurs comme Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes. C'est-à-dire que on considère que il y a une dimension aliénante dans la technologie,
et que c'est un sujet politique, global, qu'il faut qu'on s'en saisisse, il faut qu'on soit conscient de tout ça, il faut qu'on ait des débats publics sur ces sujets-là. Et il faut qu'on fasse des choix collectivement acceptés pour d'avancer ou pas sur ces thèmes-là, quoi. Pour nous, c'est un sujet qui est éminemment écologique, puisque l'écologie, c'est la relation à l'environnement, et que pour se relier à l'environnement, pour prendre conscience qu'on est tous interconnectés, et que le réchauffement climatique ou la pollution des sols, des mers, de l'air nous touche tous, la disparition du vivant, la disparition des animaux, des insectes, en fait, nous touche tous, puisqu'on est tous quand même interdépendants. Pour prendre conscience de cette interdépendance, c'est important d'être conscient, en fait, d'être en méditation, on parle de pleine conscience, d'être conscient de sa relation à l'environnement. Et quand on est en permanence sous perfusion numérique, sous écran, en fait, on est coupé de sa relation au monde, et la pleine conscience est entravée par cette omniprésence du numérique. Et donc, pour avoir une prise de conscience écologique profonde chez un maximum de gens, il faut une capacité de déconnexion, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une relation très proche entre les deux sujets. Et voilà, alors une phrase qu'on a par exemple, c'est de dire comment voir que les oiseaux disparaissent si on ne les regarde plus. Voilà, pour faire le lien avec l'écologie, parce que c'est ça, si on passe toute sa journée devant les yeux baissés sur Candy Crush, on ne voit pas que le monde autour de soi se détériore, quoi. C'est un thème qui est peu abordé, mais qui à mon avis sera de plus en plus, que nous on pousse cette relation entre attention et écologie. Il y a un livre de Yves Citon qui s'appelle L'écologie de l'attention, mais il va sans doute, à mon sens, pas assez loin justement dans cette réflexion. On aimerait contribuer à la réflexion sur la régulation de l'économie de l'attention, c'est-à-dire que toutes les applications qui sont volontairement addictives, qui créent des mécanismes avec des systèmes de la récompense pour créer des mécanismes d'addiction à leurs applications, parce que c'est leur modèle économique. Nous, on aimerait qu'il y ait des garde-fous, en fait, qu'on puisse avoir une régulation. Alors ça, c'est des enjeux très compliqués. Il y a des associations qui sont beaucoup plus expertes que nous. Il y a des designers éthiques, il y a les moutons numériques qui sont sur ces sujets-là. Nous, on essaye de nous y impliquer un petit peu aussi. Voilà, en fait, c'est un champ très large. Il y a aussi le champ de la captation des données personnelles. Donc ça, après, il y a d'autres associations plus spécialisées. Nous, on gravite un peu autour de ça, en tout cas avec notre message qui est sur la captation de l'attention et l'omniprésence des écrans. On pense qu'il faut que ça devienne un sujet à l'ordre du jour politique. Voilà, et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on organise une grande conférence nationale le 1er février 2020, qui seront les premières assises de l'attention. Donc on a plus de 20 associations, on s'est fédérés pour organiser ça, donc 12 associations vraiment organisatrices qui ont contribué à l'organisation. Et on a des intervenants reconnus qui ont publié des ouvrages sur ces sujets qui seront là, comme Karine Mauvy, Sabine Duflot, il y a Yves Citon, Antoinette Rouvray, voilà, j'en oublie. On a un spécialiste de l'attention aussi, le professeur Lachaud. Voilà, on a la capacité d'empathie aussi, ça c'est un sujet pour nous qui est décisif. Quand je raconte mon histoire sur la Birmanie, ce qui est fondamental dans tout ça, c'est le lien entre les gens, en fait. Ce qui nous fait le plus mal, moi, ce qui me touche le plus, c'est quand je vois un groupe d'amis qui ne se parlent pas parce qu'ils sont tous sur l'écran, des familles qui ne se parlent pas dans les restaurants ou dans les parcs. Et ça a été mesuré. Il y a une auteure qui s'appelle Sherry Turkle qui a écrit Seul ensemble, professeur au MIT, qui fait des super bouquins, des interventions sur le sujet. Elle a mesuré la baisse de l'empathie liée à notre temps d'écran, en particulier des réseaux sociaux. Parce qu'on comble notre besoin de sociabilité avec ces réseaux sociaux. Et en fait, ces relations virtuelles n'ont pas du tout la même qualité que les relations humaines réelles. Elles engagent beaucoup moins d'émotions. Et in fine, elles entraînent une baisse de l'empathie, quoi. Ce qui est, quand on s'arrête 2 secondes pour réfléchir, vraiment d'une tristesse infinie, quoi. Parce que je veux dire, on construit le monde, pour construire un monde futur avec une baisse de l'empathie, je veux dire, alors quand on sait qu'il va falloir plus de fraternité, il va falloir se tourner vers les gens dans les pays les plus exposés aux conséquences du réchauffement climatique, enfin, qu'on a besoin de s'entraider les uns les autres, qu'on a besoin de s'entraider au sein de la famille, mais aussi au sein des cercles alentours. L'idée qu'on puisse être de moins en moins sensible au sort des gens qui nous entourent, en soi, c'est catastrophique, quoi. Et donc voilà, donc les écrans, ils rendent plein de services, mais ils ont ces
ces effets qui sont profondément délétères. Et donc voilà, donc on mène le combat et la réflexion pour essayer d'influencer en sens contraire à cette dynamique. Fin 2017, l'ancien vice-président de Facebook, Chamath Palihapitiya, a donné une conférence à l'université de Stanford où il a expliqué avoir interdit à ses enfants d'utiliser le réseau social, en précisant ensuite « Je pense que nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social ». Est-ce qu'il faut être aussi alarmiste ? Où situer sa propre utilisation des outils numériques ? Douceur Cactus est là pour vous faire réfléchir à tout ça justement. Peut-être que le témoignage de Yves-Marie vous a fait voir les choses autrement. Le paradoxe de notre société contemporaine est peut-être que l'on n'a jamais été aussi connecté, alors que selon certains points de vue, elle n'a jamais été aussi solitaire. Or, si on traverse une période difficile dans sa vie, on sait tous que ce ne sera pas nos abonnés sur Instagram ou les amis d'amis sur Facebook qui risquent de nous aider vraiment, mais les personnes avec qui on a su créer un lien profond, nuancé, dans la vraie vie. Peut-être qu'en effet, comme le dit Yves dans cet épisode, ce qui est vraiment fondamental, c'est le lien entre les gens. Ce sujet est très bien traité dans une conférence TED par l'auteur et journaliste américain Johann Hari. Je vous invite à regarder sa vidéo qui s'appelle « Tout ce que vous croyez savoir sur la dépendance est faux ». Il va jusqu'à comparer les addictions comme la toxicomanie aux dépendances au smartphone, au shopping ou à la nourriture. Il explique que depuis l'an 2000, le Portugal a tenté une nouvelle façon de faire face aux problèmes de drogue. Au lieu de punir les toxicomanes, de les stigmatiser et de les déconnecter de la société, ils ont pris la décision de décriminaliser les drogues, mais surtout d'investir pour les reconnecter à la société. Pour qu'ils puissent redonner un sens à leur vie, mais aussi redécouvrir des liens et des relations. Pour Johann Hari, la solution à la dépendance n'est donc pas de punir pour forcer la sobriété, mais de tout faire pour valoriser les relations, les liens et les échanges. Si vous voulez regarder cette vidéo TED, j'ai mis le lien dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez aussi en savoir plus sur le collectif Lève les yeux, sur leur site lèvelesieux.com. Alors selon vous, le numérique, c'est doux ou ça pique ? Si vous avez envie de partager votre témoignage dans ce podcast, il n'y a aucune raison d'hésiter. Vous pouvez m'envoyer un mail à podcast@douceurcactus.fr. Je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire pour partager vos avis, idées ou simplement dire bonjour. Merci pour votre soutien et à très bientôt.